Bienvenue sur le podcast à écriture. Je suis Isa, coach de vie littéraire, autrice et podcasteur. Vous pouvez me retrouver sur Insta ou prendre rendez-vous sur aécriture.fr pour accomplir enfin vos ambitions d'écrivain. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, galères et petites victoires. L'écriture est un processus qui peut changer votre vie si vous acceptez enfin de vous engager envers vous-même. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture et de narration, installez-vous bien confortablement, armez-vous d'une bonne boisson réconfortante et on est parti. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview autour de l'écriture. Pour cet épisode, je reçois Emilia Robbins, autrice de romance et new romance, qui écrit à une vitesse impressionnante. Plus de 11 titres publiés en 5 ans, alors qu'elle jongle déjà avec une vie de famille et une vie professionnelle bien remplie. On s'est donc parlé de processus d'écriture, de légitimité, mais aussi on s'est posé la question qui fait rougir en new romance. Comment fait-on pour assumer l'écriture de scènes explicites ? Si ce programme vous plaît, servez-vous un bon thé ou un bon café et on est parti pour cet échange haut en couleur. Hello Emilia. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de participer avec toi sur ce podcast. Eh ben, super, moi je suis très contente de t'avoir. Alors tu es Emilia Robbins, tu es écrivaine en new romance, si je ne me trompe pas. Et tu es là parce que tu as donc une réédition de ta duologie qui paraît dans peu de temps. Et c'est pour ça que tu as accepté de venir sur ce podcast pour nous en parler. Alors, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, j'aimerais bien que tu puisses te présenter avec tes propres mots afin que tout le monde puisse savoir qui tu es et ce que tu fais. Très bien. Écoutez, je suis Emilia Robbins. Donc, je suis, comme tu l'as dit, écrivaine de romance, new romance pour être exact. C'est ma double vie, on va dire, ma vie parallèle, parce que sinon, je travaille dans le domaine du soin et de la santé. En banlieue parisienne. Donc c'est un travail très prenant avec des horaires très larges. Mais voilà, j'arrive à m'organiser avec aussi ma passion qui est l'écriture depuis 15 ans maintenant. J'écris depuis vraiment pas longtemps. Les premières histoires, je pense que je les ai publiées quand j'étais adolescente sur des sites de fanfiction. Et je me suis vraiment mis à écrire mes propres livres, mes propres romans, il y a au final une dizaine d'années. Et je suis publiée chez Butterfly Edition depuis 2021, date à laquelle j'ai signé mon premier contrat. Pour justement ma duologie My Lovely Neighbor et My Lovely Boyfriend qu'on va retrouver là le mois prochain sous un nouveau format avec toute sa réédition au complet. Super. Alors, tu as déjà publié pas mal de bouquins, même si tu as commencé finalement que en 2021. Donc, bravo à toi. On va revenir un petit peu sur ton processus d'écriture, tout ça, pour savoir comment tu arrives à publier autant et en aussi peu de temps. Moi, ça me... Vraiment, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à faire. Donc, ça m'impressionne beaucoup. Mais du coup... Oui, pardon ? J'ai dit chacun est différent, il faut pas se comparer, on écrit tout à un rythme différent. Et voilà. Tout à fait, tout à fait. Heureusement pour moi, je me flagelle pas pour ça, mais c'est vrai que du coup, j'ai tendance à me poser la question, mais comment vous faites ? Voilà. Alors ma seconde question, c'est vraiment quelque chose d'un peu, on va dire, un petit peu difficile parfois à trouver, mais j'aime bien. C'est si tu avais un mot ou une notion qui permet de caractériser un petit peu ton rapport à l'écriture, ce serait lequel ? Bonne question. C'est difficile, mais le premier mot qui me vient en tête, ça serait le feeling. Ouais. Et énormément au feeling. En fait, je fais beaucoup de choses au feeling, que ça soit dans mon métier d'autrice ou mon métier dans le milieu médical ou avec mes enfants ou voilà, dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui marche énormément au feeling et je pense que ça se ressent dans mon style d'écriture et dans mes différents processus d'écriture. Voilà, je sais qu'il y a des autrices, elles sont architectes comme on dit, donc elles super plan et je suis admirative. Franchement, quand je vois ça, je me dis mais
waouh, c'est un truc de folie. Elles savent exactement qui fait quoi, l'évolution de leur histoire, les péripéties dans tel chapitre. Moi, il suffit juste que j'ai un flash, une idée, une chanson, une couleur, un truc, et voilà, et je peux lancer. Donc, je suis plutôt jardinière, comme on dit. Et voilà, je plante ma graine et je suis incapable de savoir si ça va donner un arbre, une plante, une fleur, quel type de fleur. Aucune idée, mais je me lance. Et voilà, et je fais tout au feeling. Et c'est que après que je commence un peu à me poser pour savoir vraiment où est-ce que je veux aller. C'est super. Alors, moi, j'ai tendance à me positionner un petit peu entre les deux. Tu sais, à pas trop vouloir trop planifier parce qu'après, tu perds justement, je trouve, ce moteur un petit peu galvanisant qui est de découvrir l'histoire, mais sans avoir quand même certains points de définis avant. Moi, j'ai quand même du mal à savoir où je vais et ça me stresse. Donc, vraiment, rencontrer une vraie jardinière, pour l'instant, ça ne m'était pas encore arrivé. Donc, vraiment, avec toi, je découvre pas mal de choses. Je suis plutôt contente. Et comme on valorise, on va dire un petit peu, je trouve, sur les réseaux, enfin, après, c'est mon point de vue, beaucoup les architectes en fait, parce que c'est un peu une méthode à l'américaine, on va dire, de beaucoup planifier son roman avant de se lancer. C'est vrai, je trouve que c'est bien quand même de donner un petit peu la voix aux jardiniers comme toi qui justement écrivent au feeling et je trouve que voilà, ça peut inspirer beaucoup de gens, donc vraiment, je suis contente de t'avoir. Ça peut débloquer, oui, des situations où parfois, même si c'est pas écrit, on sent qu'une scène doit se passer comme ça, et parfois ça chamboule même tout le reste de l'histoire. Et en fait, il faut juste se dire que c'est ok, on peut changer d'avis en cours de route, on peut changer de plan, écrire certaines scènes au feeling. Voilà, je trouve que l'écriture c'est magnifique parce que on n'est pas dans des cases, et au contraire, on peut éclater tous les cadres, voilà, et il faut en profiter, et comme ça au moins. Pas de regret. Nickel. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. L'écriture, ça doit être un moyen d'expression qui doit être plaisant, quoi. Ça doit pas devenir un exercice difficile qui te coûte trop, quoi. Ça coûte toujours un petit peu parce que tu y Oui. mets du temps, tu y mets de la réflexion, tout ça, mais ça devrait pas être douloureux, quoi. Et la bannière. Parfois, ça peut être la croix et la bannière sur certaines choses, quand tu dois clôturer absolument un chapitre ou un édito. Mais voilà, c'est toujours fait avec quand même beaucoup d'amour, et je pars du principe que n'importe quel métier au monde, à partir du moment où tu le fais plus avec passion, en fait, c'est qu'il faut changer. C'est vrai. Franchement, j'espère que cette phrase-là donnera des idées à certains de nos auditeurs, permettront peut-être d'apporter un nouveau regard, mais je suis assez d'accord avec toi. Du coup, alors, en tant que jardinière, je voulais te demander qu'est-ce que tu vois depuis ton bureau quand tu écris, mais peut-être que tu n'écris pas sur un bureau. Peut-être que voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois? Comment tu t'installes quand tu écris? Alors, je n'ai pas de bureau. J'aimerais bien en avoir un, mais voilà, je vis en banlieue parisienne, donc l'espace, c'est rare. Du coup, j'ai un ordinateur portable que j'emmène absolument partout avec moi. Et moi, je suis plutôt team café-brasserie quand j'écris. Et... Oui, et donc quand je me pose, je regarde les gens vivre, tout simplement. Je peux me commander un café et passer un quart d'heure, 20 minutes juste à regarder les gens passer, les observer, parler, comment ils sont habillés, comment ils se comportent, comment ils se parlent, comment ils parlent au téléphone, qu'est-ce qu'ils font exactement. Vraiment, voilà, je regarde la vie. Donc ça, c'est soit la première possibilité, ou la deuxième possibilité, quand j'ai vraiment besoin d'être concentrée, je me mets toujours face à une fenêtre. J'ai la chance de vivre juste à côté de la forêt, et du coup, par la fenêtre de là où je suis, donc de mon salon, c'est ce que je vois. Je vois vraiment la forêt, la nature, et ça permet de calmer un petit peu mon mental quand ça s'éparpille trop. Et de pouvoir insuffler un petit peu de paix. Donc en gros, quand j'ai besoin d'être stimulée, je me pose en terrasse, et vraiment je m'absorbe de tout ce qui se passe autour de moi. Ou au contraire, quand j'ai besoin d'être concentrée sur une scène importante, une scène clé de l'histoire, et que mon mental part dans tous les sens. C'est le problème des jardinières, c'est que ça part dans tous les sens. Ouais. D'être un peu plus au calme, et en général c'est les paysages, c'est la nature, c'est vraiment la forêt ou la mer quand je suis dans ma famille en Vendée ou en Bretagne. Mais voilà, c'est soit la vie de tous les jours, soit vraiment quelque chose d'hyper calme et d'hyper rassurant.
Donc tu as les 2. Et ben ça aussi, j'espère que nos auditeurs vont pouvoir bien l'entendre. C'est-à-dire que même pour une seule personne, il n'y a pas qu'une seule méthode. Non. Tout dépend de comment tu te sens, tout dépend de quoi tu as besoin au moment T, en fait. Enfin, Je pense qu'il faut s'écouter, de savoir de quoi on a besoin. Et aussi, je pense que ça dépend de l'histoire que tu écris. Forcément, tu seras pas dans les mêmes conditions si tu écris une comédie romantique que si tu écris une romance un peu plus sombre. Voilà, ça dépend. Je pense que il faut écouter cette petite voix dans ta tête qui te dit bon bah voilà, là t'as besoin de calme, d'être concentré, ou au contraire il y a besoin de bruit. Voilà, je pense il faut vraiment s'écouter et se faire confiance, parce que je suis intimement convaincue que personne d'autre que toi-même ne sait ce que tu dois t'apporter à toi-même. Ça, c'est vraiment important. Les conseils qu'on peut t'offrir, avec dans la bienveillance évidemment, c'est hyper important. Après, à toi de les accepter ou de les laisser de côté. Mais il faut quand même que quand tu acceptes de recevoir un conseil d'une personne extérieure, que tu le fasses vraiment en ton âme et conscience, sans que ça te contraigne. hmm. Mais si tu n'es pas d'accord avec ce conseil, eh ben c'est que finalement c'est qu'il est peut-être pas applicable à toi-même ou à ce que tu es en train de vivre en ce moment. Donc du coup, C'est pas de forcing, rien. Faut prendre les choses comme elles sont. c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, tous les conseils ne s'appliquent pas à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose aussi, vu qu'on est un peu bombardé de conseils justement, encore une fois, hein, sur les réseaux. Et moi-même, pour prodiguer des conseils sur les réseaux au niveau de l'écriture, et cetera, je sais qu'il y a certains de mes conseils qui ne s'appliqueront pas à tout le monde. Et en fait, c'est ce que j'aimerais que mes auditeurs y comprennent bien, c'est que vous pouvez glaner des conseils partout, mais tous ces conseils-là, ils vont pas forcément s'appliquer à vous, et c'est pas grave. Ça fait pas de vous des mauvais écrivains ou machin. C'est juste que cette méthode-là, elle est pas adaptée à vous. Bah, c'est pas grave. c'est Après, c'est ça aussi qui est bien quand on suit des personnes comme toi qui proposent pas mal de conseils, c'est que tu peux prendre le conseil qui t'intéresse à ce moment-là et l'appliquer à l'instant T. Se dire, bah aujourd'hui, le conseil que j'ai besoin, c'est celui-ci. Au contraire, celui-ci, je le laisse de côté, mais peut-être qu'il peut être intéressant pour un autre moment de ma vie ou de mon processus d'écriture. Donc, il faut se sentir libre de choisir un peu les conseils dont on a besoin au moment où on en a besoin. exactement ça. Là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. Et puis, en fait, c'est pas, faut pas se dire, il y a forcément un conseil qui est génial parce que c'est un auteur à succès qui l'a donné. Lui, c'est sa méthode. Et si ça marche pas pour moi, c'est que je suis nulle. Ça n'a rien à voir. Non, faut vraiment se rassurer, surtout quand on est jeune auteur ou jeune écrivain, ou même pas forcément jeune, hein, même quand on a 15 ou 20 ou 30 ans de carrière. Voilà, je pense qu'il faut se dire que c'est pas parce que ça marche chez les autres que ça va forcément marcher chez vous, et qu'il y a des choses qui marchent pour vous et qui marcheront peut-être pas chez les autres. Voilà, faut pas s'inquiéter, faut pas se comparer à tout le monde. Je pense que se comparer, ça peut avoir du bon quand c'est bien fait, pour se challenger, mais jamais pour se dire oui, ben elle y arrive et moi j'y arrive pas, ou lui il y arrive et moi j'y arrive pas. Je trouve on a déjà assez de pression dans la société dans laquelle on vit pour éviter de s'en donner à soi-même. Surtout sur un truc aussi important et à la fois personnel et intime que l'écriture. Enfin, Oui, parce que dans chacun de tes livres, tu mets une partie de toi, une partie de ton âme. Et je pense on est beaucoup dans ce cas-là. Donc oui, c'est vrai que c'est intime, et ça fait peur de dévoiler son intimité à tant de personnes, même si c'est toujours hyper euphorisant, ça reste quand même très angoissant. ouais, ça, tu m'étonnes. Ouais, je suis pas encore publiée, mais il y aura le petit stress qui arrivera un jour si ça m'arrive. Malheur que je te souhaite, et même d'être publié quand tu as la chance que ce soit des personnes qui te lisent, que ce soit la famille, les amis ou des inconnus sur des plateformes d'écriture et de lecture. Il y a toujours ce petit pincement au cœur de dire bon bah voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, donc tu me disais un peu avant qu'on commence, justement, toi, tu as commencé par publier sur justement ce type de plateforme. Oui. Est-ce que c'est comme ça que tu t'es fait repérer, on va dire? Oui, alors
En fait, j'ai commencé en 2008 à publier. En fait, j'écrivais de la fanfiction dans le milieu d'Harry Potter. Donc, j'étais sur HP Fanfiction, qui est, si je ne dis pas de bêtises, même encore aujourd'hui, la plateforme de fanfiction Harry Potter internationale la plus connue. Voilà, donc j'ai publié, je sais pas, peut-être 30 ou 40 histoires dessus. Ouais. Puis à un moment donné, voilà, je me suis lassée. Je pense que quand on grandit, c'est aussi déconstruire ce qui t'a construit dans ton adolescence et de parvenir à voler de tes propres ailes. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. À un moment donné, je me suis un petit peu lassée. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et en même temps, j'étais méga frustrée de pas trouver ce que je voulais lire dans les rayons de ma librairie. Et c'est comme ça que voilà, j'ai commencé. Je me suis dit en fait, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à écrire l'histoire qui perdure dans ma tête depuis tout ce temps. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai fait. Et ensuite, j'ai commencé à le faire lire à des copains, à des copines, à certains de mes lecteurs qui me suivaient déjà sur la plateforme Harry Potter depuis très longtemps et qui m'ont dit mais il faut absolument que tu le publies sur Wattpad, c'est trop bien. Je ne connaissais pas Wattpad à l'époque, pas du tout. Donc du coup, voilà, je me suis laissée tenter par l'aventure et c'est comme ça que je me suis fait repérer par ma maison d'édition. Ils ont lu en fait mon roman et puis ils m'ont contacté par le biais de Wattpad. Voilà, et puis on a commencé à discuter sur ça et ça a été un premier contact, ouais. Ouais. Et t'avais amassé une grosse communauté de lecteurs sur Wattpad ou pas du tout? Pas du tout, parce que je pense que je fais pas partie de cette génération de Wattpad, parce que je suis trop vieille, entre guillemets. Et puis Superlatif, quand même. et voilà, j'ai la trentaine bien tapée, donc voilà, tous ces petits trucs d'ordinateur et tout, je suis pas trop à fond dessus. Je suis pas assez assidue dans les réseaux pour amasser une grosse communauté. D'ailleurs, je suis admirative de celles qui y arrivent, parce que j'avoue, quand elles me disent j'ai 60, 80, 200 personnes, 200 000 pardon, qui me suivent sur Wattpad, genre j'ai des étoiles dans les yeux, je me dis mais waouh, enfin incroyable. Moi, j'avais amassé, je crois, 5000 et c'était exceptionnel pour moi. 5000, c'était vraiment incroyable. Je crois que c'est quand même déjà pas mal, 5000 sur... Alors, Wattpad, je m'y connais pas du tout, hein, mais il me semble que c'est quand même pas mal déjà, 5000. À l'époque, il y a 10 ans, c'était bien. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment minime. Mais voilà, à l'époque, moi, ça m'allait très bien. J'étais hyper satisfaite de moi. J'étais bien contente. Mais voilà, du coup, ça montre bien que c'est pas parce que tu as une très grosse communauté qui te suit que tu vas forcément signer. C'est pas parce que tu as une toute petite communauté que tu signeras jamais. Je pense que c'est aléatoire et je pense que c'est un peu aujourd'hui, en tout cas, un mixte de tout. C'est voilà, c'est ton style, c'est ta plume, c'est les lecteurs qui te suivent, c'est l'univers que tu arrives à créer. Voilà, je pense que il faut un tout. C'est vraiment un tout aujourd'hui qui fait que ton histoire peut fonctionner ou pas. Ça dépend. Malheureusement, personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut prédire si un livre ou pas va fonctionner, si tel ou tel sujet va être plus vendeur que l'autre, qu'un autre. Et voilà, c'est un petit peu le petit bonheur, la chance. Donc c'est pour ça qu'en général, non, tout le temps, j'écris vraiment que des sujets qui me tiennent à cœur sans regarder ce qui se fait autour. Ouais. Du coup, tu vas pas chercher l'inspiration, on va dire, dans des tendances que tu pourrais voir en librairie Non, ou des trucs comme ça. la tendance qui marche, par exemple, la tendance là qui marche cet été 2025, elle marchera peut-être pas l'été 2026. Ouais, non, ça, je suis d'accord, mais j'avais déjà entendu des romanciers dire si vous manquez un petit peu, si vous savez pas trop comment orienter votre histoire, regardez ce qu'il y a en librairie et inspirez-vous des tendances justement pour voilà, si vous savez pas trop quoi faire, mettez un peu de romance parce que c'est ce qui marche en ce moment, voilà. Donc après, on est peut-être sur des trucs un peu plus pérennes que juste la tendance. Ah ouais, je pense que tu peux t'inspirer de la vibe un petit peu du moment, parce que voilà, en ce moment la romance a le vent en poupe entre guillemets depuis déjà plusieurs années. Parce qu'il y a de plus en plus de lectrices et ça c'est vraiment cool. C'était pas le cas il y a 10-15 ans quand la romance était un peu pointée du doigt. Voilà, donc effectivement oui, à ce moment-là tu peux te dire je peux partir sur un sujet comme ça, mais de
du mood vraiment, de la tendance vraiment du moment. Moi, en tout cas, je trouve ça hyper aléatoire et c'est difficile de prédire ce qui peut fonctionner dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, ouais. Parce que quand tu finis un bouquin, il y a combien de temps à peu près entre le moment où tu l'envoies à ton éditeur, éditrice, peut-être que dans la romance, tu as plus souvent peut-être des femmes, mais c'est peut-être un biais que j'ai. Voilà. Mais les éditeurs existent, hein, mais en tout cas, moi, j'ai une éditrice. combien de temps il se passe entre le moment où tu envoies et où ça paraît? C'est un peu compliqué parce que je pense que ça dépend de ce que tu écris. Pour parler de moi, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, en général, 1 année. En fait, j'écris par saison. Donc, par exemple, un livre d'hiver, je vais l'écrire en hiver. Donc, il aura plus de chances de sortir l'hiver prochain. Oui. En été, j'écris un livre d'été et il aura plus de chances de sortir 1 an. Donc, je dirais à peu près entre 12 et 18 mois, on va dire, en fonction de ce que tu présentes. Parce que si tu présentes une duologie ou une trilogie, elle sortira de manière différente que si tu écris un petit one-shot spécialement pour l'été. Ouais. Ça dépend vraiment. Mais oui, entre 12 et 18 mois, ça peut être, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais, donc quand tu dis je m'inspire pas forcément des tendances, effectivement, on peut mieux comprendre un petit peu le truc parce qu'effectivement, d'ici à ce que tu l'écrives déjà, bon, tu écris vite, on va en parler d'ailleurs, mais pour déjouer les tendances. Mais même si tu arrives à écrire vite, ça met quand même du temps, ne serait-ce que dans l'étape de publication, tout simplement. Donc, effectivement, tu vas louper le train en marche, quoi. Mais d'ailleurs, c'est le moment justement où je vais te poser la question. Comment tu fais pour arriver à écrire aussi vite? Moi, quand je te vois en parler sur les réseaux, c'est en mode genre, mais Titon, mais comment c'est possible? Et en plus, tu me dis, t'es jardinière, machin. Donc, c'est vraiment en mode genre, tu cumules tous les trucs qui, moi, me semblent Alors, waouh. En fait, je pense que déjà, ce qui m'aide, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Déjà, okay. J'avoue, c'est une chance de pouvoir avoir besoin que de 5 ou 6 heures de sommeil là où les gens en ont besoin de 8. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Et ensuite, je suis plutôt organisée. J'ai compris que l'écriture, c'était vraiment un besoin viscéral, que ça a participé à mon bien-être mental et mon bien-être physique. Et que du coup, il fallait absolument que je cale des sessions d'écriture dans ma semaine. Et je le vois, les semaines où à mon travail dans le milieu médical, c'est tellement chargé que j'ai pas le temps d'écrire, je suis pas bien. Vraiment, j'arrive pas à extérioriser. Pour moi, écrire, c'est ranger le bazar qui est dans ma tête. En gros, c'est comme un journal intime en fait où voilà. Donc autant le sport ça m'aide à évacuer tout le stress physique, mais écrire ça m'aide à évacuer la charge mentale. Et on sait aujourd'hui que les femmes ont une charge mentale assez conséquente quand même. Donc du coup voilà, en fait je me laisse pas le choix, je me dis pas je vais écrire quand j'ai envie, quand je peux. En fait voilà, ça pour le coup, je suis peut-être une jardinière, mais au niveau de l'emploi du temps, je suis un peu une tyran avec moi-même. C'est-à-dire que tous les jours, je m'astreins à vraiment une session d'écriture, même si c'est une demi-heure ou 1 heure. Tous les jours, je me dis ok, voilà, dans ta journée, quand est-ce que tu peux écrire? Alors parfois, je peux écrire à 22 heures, une fois que toute la maison elle est rangée, les enfants dorment, voilà, tout est cliné, c'est bon, j'écris. Ça peut être à ma pause déjeuner, ça peut être parce que je termine 1 heure plus tôt le travail avant d'aller récupérer les enfants à l'école. Voilà, j'essaye vraiment d'être assez organisée. Et ensuite, je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est que quand j'ai une idée, je me lance pas tout de suite corps et âme dans l'écriture. C'est-à-dire que l'idée, elle peut passer des années dans ma tête sans que je la sorte. Parce que, je sais pas, c'est pas le bon moment, parce qu'il me manque un truc, parce que il y a quelque chose, qui me chiffonne. Donc, quand j'ai une idée, je la laisse macérer longtemps dans ma tête, mais sans forcément avoir un fil continu, parce que j'ai aucune idée, mais j'ai des flashs d'une scène, d'un dialogue, d'une ambiance, etc. Et une fois que cette idée, elle est
omniprésente, c'est-à-dire qu'elle m'obnubile non-stop, où je n'arrête pas d'y penser, c'est là où je commence à écrire, au feeling. Et là, du coup, en fait, c'est une sorte de boulimie d'écriture et je peux pas m'arrêter tant qu'en fait le premier jet est pas terminé. Ok. Je pense que ça peut expliquer quand même le fait d'avoir un rythme soutenu d'écriture, c'est que en fait, au moment où j'écris, j'ai déjà plein de choses qui s'est passé dans ma tête. Et après, j'écris voilà au feeling, je raccroche un peu les wagons entre eux au moment où j'écris. Ok, donc il y a un espèce, moi ça me fait penser ce que tu racontes un petit peu au moment où on affame un peu les chiens et après on les lâche. Ouais. J'ai eu cette image, je vais pas savoir pourquoi, mais... Ça, c'est un peu ça parce que voilà, en fait, je laisse mûrir vraiment mon idée. Je me fais des petits tableaux Pinterest, je fais mes petites recherches parce que je connais pas tous les milieux dans lesquels j'écris. Donc voilà, quand j'aborde un sport que je ne pratique pas, il faut bien que je connaisse les règles. Donc je regarde pendant 6 mois toutes les compétitions, je lis le règlement de la Fédé, etc. Et une fois que j'ai tout ça en tête, c'est là où je commence à écrire. Et vraiment, j'écris après au feeling, voilà, et ça ne s'arrête pas en fait. Ça s'arrête que quand j'ai fait au moins le premier jet. Ok, et une fois que tu as fait du coup ce premier jet, que tu as cette première mouture, tu dirais qu'il a quelle consistance? Est-ce qu'il est, on va dire, très très brut, avec parfois des scènes qui sont à peine écrites, ou est-ce que tu as quand même déjà Non, je pense lancé ton roman? que mon premier jet, il représente presque 80% de ce à quoi il ressemblera une fois qu'il sera dans les mains des lecteurs. Ok. J'écris peut-être au feeling, mais j'écris vraiment chapitre par chapitre. Et je ne passe pas au chapitre suivant tant que le chapitre précédent, il m'a pas convaincu à 100%. Ok. Ce qui fait que du coup, le premier jet, je mets du temps à l'écrire. Je peux mettre 4 mois à l'écrire. Et après, à la réécriture, je vais vraiment peaufiner plutôt des tournures de phrases ou ce genre de choses, mais je vais pas retoucher le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, il est déjà écrit. Je vais peut-être alléger un passage. Très souvent, j'allège des passages parce que j'écris des pavés et que je dis à chaque fois, il faut couper, sinon ça passera pas à l'imprimante. Donc voilà, donc très souvent, j'élague. Voilà, c'est mon côté paysagiste, j'élague à la réécriture. Mais c'est vrai que ouais, mon premier jet, par rapport à certaines copines autrices, il est quand même très... il est assez complet. Assez complet. D'accord. Et en étant jardinière, t'as jamais fait face à un gros problème de cohérence justement durant l'écriture ou en relisant ton premier jet, en te disant genre mince, il y a un truc qui cloche. Alors, je touche du bois, mais non, pour le moment, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé parce que quand j'écris mon premier jet, étant donné que très souvent, pour dire la vérité, je ne sais pas comment mon roman va finir. Mmh. C'est assez souvent, je commence un roman et je sais pas comment ça va se finir. Donc, ce qui fait que quand j'écris, j'ouvre énormément de portes. Voilà, j'ouvre plein de portes auxquelles je peux après me raccrocher au fur et à mesure de mes chapitres. Et c'est que quand je commence la réécriture où je me dis, ok, bon, ça, on s'en fiche, j'enlève, ça sert à rien, ce personnage-là, il a disparu. Et c'est là où je referme les portes et où je peux passer d'un roman de 250 000 mots à 180 000, par exemple. Ok. Et c'est plus facile de refermer les portes parce que t'en as trop ouvertes plutôt que à la réécriture de te dire, en fait, il faut que j'étoffe et rajouter des mots. Je trouve que rajouter des mots, vraiment, c'est très compliqué. Rajouter des passages, je trouve ça très très compliqué. Et du coup, voilà, je préfère moi faire l'inverse, c'est-à-dire que j'ouvre et après je referme en fonction de comment l'histoire elle a évolué et comment mes personnages vont évoluer. Parce qu'évidemment, c'est eux qui décident. Moi, je ne suis que leur esclave. Oui, non mais ils font un peu ce qu'ils veulent une fois qu'ils ont pris vie, on les connaît. Exactement. Et donc t'as jamais par contre ressenti un peu de peine en devant couper des passages? Mais tout le temps, parce qu'à chaque fois, je me dis, mais ouais, je me rappelle de cette scène, je l'ai écrit quand je faisais ça, j'étais dans tel mood et tout, et là, je me dis, faut que je la coupe parce que, en étant totalement honnête avec moi-même, ça n'apporte rien à l'histoire.
Mais ça me saoule parce que j'ai quand même mis une part de moi. Donc en général, ce que je fais, c'est que je les mets dans un dossier à part. Le dossier scène en vrac. Et je me dis, peut-être qu'un jour, je pourrais la réutiliser pour un autre roman, dans une autre ambiance, avec d'autres personnages, mais au moins j'ai ce petit truc, quoi. Ouais, non, mais je comprends parce que moi aussi, je peux avoir du mal à couper certains trucs. Franchement, il y a des trucs, ça fait très mal au cœur de les enlever. Mais pour le besoin de l'histoire, t'en as besoin. Il faut se dire, allez, en fait, c'est pour que ton histoire, elle soit encore meilleure. Voilà, il faut faire des petits sacrifices. Voilà, mais je me dis, je les efface pas totalement, je les mets dans un petit dossier à part et comme ça, si un jour j'ai besoin d'une scène ou que je suis en manque d'inspiration, je peux regarder ces petites scènes et me dire ça en fait ça peut être pas mal. Et est-ce que jusqu'à présent t'as repêché certaines scènes ou pas encore? J'en ai repêché quelques-unes. J'en ai repêché, où je me dis finalement, souvent c'est des scènes un peu humoristiques, des trucs un peu anecdotiques, et je me dis finalement en fait ça peut fonctionner pour ces deux personnages-là dans cette histoire. Je remanie un petit peu l'ambiance, tu vois, mais ça m'est déjà arrivé, et en même temps c'est sympa parce que du coup t'as l'impression d'avoir vraiment d'être l'autrice écolo, quoi. Il y a tout se transforme, rien à faire. C'est génial. Oui, en plus, ça te permet en plus de gagner un peu de temps, de te replonger peut-être aussi dans une ambiance que tu as pu apprécier dans un autre roman. C'est ça. Puis tu te resserres de ça, puis et ça te permet aussi parfois d'ouvrir une porte que tu pensais pas ouvrir dans ton roman, ou de le voir sous un prisme différent, à travers un prisme différent. Et du coup, je trouve ça, en tout cas pour moi, ça marche plutôt bien. Après, à essayer pour d'autres. Ça c'est toujours du test and learn. Dans l'écriture, il y a que ça qui permet. Si tu l'as pas testé, tu peux pas savoir si ça correspond ou pas. Exactement. Alors, une autre question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu as choisi le genre de la romance, et plus particulièrement de la new romance, pour t'exprimer en écriture? Qu'est-ce qui t'a amené à te plonger vraiment dans cet univers? Je pense que c'est parce que déjà, j'avoue, j'aime bien les histoires d'amour. Je trouve ça. En fait, je trouve que l'amour, c'est fascinant parce que c'est avec l'espoir, je pense, peut-être les deux sentiments les plus puissants que tu peux avoir au monde, même plus puissants que la colère, plus puissants que la haine, plus puissants que la jalousie, parce que c'est des sentiments qui t'obligent à être une meilleure version de toi-même pour une autre personne que toi-même. C'est-à-dire, je pense vraiment que les grands changements, tu les fais pas pour toi, mais tu les fais pour les gens que t'aimes. Parce qu'ils te renvoient justement ce reflet, le reflet d'une personne qui est pas forcément OK avec elle-même. Et du coup, tu t'améliores en fait pour la personne que t'aimes et qui t'aime. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants, tes meilleurs amis. Je parle de l'amour inconditionnel, pas que de l'amour charnel, on va dire, dans un couple. Et du coup, voilà. Et je trouve que ce qui est beau dans une histoire, c'est pas la fin, parce que, je veux dire, la fin, 9 fois sur 10, les deux protagonistes sont ensemble. C'est un des codes de la new romance, c'est le happy end, même si on voit un petit peu plus de sad end, mais voilà, en général, c'est le happy end. Donc, quand tu as un bouquin de 600 pages, tu sais que de toute façon, à la fin, ils vont finir ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et voilà, et on est plusieurs à le dire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est comment tes personnages vont réussir à évoluer, vont réussir à s'apprivoiser, et vont réussir en fait à vaincre en fait leurs propres démons pour pouvoir se libérer et être libre aussi d'aimer la personne qu'ils veulent. Et je trouve que c'est quelque chose qui est magnifique à traiter, parce que l'amour, ça parle à tout le monde. Et du coup, c'est un registre dans lequel je me sens vraiment à l'aise pour exprimer tout ça. Parce qu'on a tous connu des histoires d'amour, on a tous connu des joies, des peines, des petits chagrins, des grands chagrins, des deuils à faire. Voilà, quelque chose qui a révolutionné ta vie. Et je trouve que c'est aussi bien pour les lecteurs de pouvoir s'identifier
à des personnages. Et c'est un des seuls genres finalement qui te le permet de pouvoir faire ça. Et du coup, voilà, c'est un genre que j'affectionne juste pour ça. Très bien. Et donc, on l'a dit en préambule, là prochainement, dans quelques jours, si je ne m'abuse, il va y avoir la réédition de ta duologie. De quoi elle parle du coup? Qu'est-ce que tu as essayé d'exprimer là-dedans? Alors, donc du coup, ma duologie, elle sort donc le 29 octobre aux éditions Butterfly. C'est une réédition. C'est en fait My Lovely Neighbor. C'est le premier livre que j'ai écrit, la toute première histoire originale que j'ai écrite. Donc c'était en 2015 que je l'ai écrit, 2014 même, 2014-2015. Et en fait, voilà, c'était la période où j'avais mon premier appart avec mon fiancé. À l'époque, on n'était pas mariés avec mon mari. Et voilà, et on avait notre petite vie tous les deux. On n'était plus étudiants, on rentrait dans la vie active. Donc c'était les sorties. Enfin voilà, on sortait pas mal avec nos amis. On est des gros geeks, donc du coup c'était très jeu de société. Et en fait, j'avais des copines à l'époque, c'était des grosses clubbeuses. Et du coup, elles m'emmenaient souvent en virée sur Paris. Et j'avoue, c'est pas un univers que j'affectionne. Et donc, du coup, je me rappelle, je me mettais dans un petit coin avec mon petit carnet et je notais tout ce que je voyais dans les soirées. Et du coup, c'est comme ça que l'idée de mon personnage féminin, Alix, est venue en tête. Et donc, du coup, l'histoire, c'est l'histoire d'Alix qui a 25 ans. C'est un génie de la peinture. Elle est artiste peintre. Et en fait, elle se fait quitter par son petit ami qui est un pervers narcissique à Londres. Et elle rentre du coup chez elle à Paris. Donc elle a plus de copains, elle a pas passé son diplôme, elle a plus de travail, son compte en banque est vide. Donc elle est au bout du rouleau et c'est vraiment une vraie Parisienne, drama queen comme on peut se l'imaginer. Et elle a toutes ses copines qui sont elles aussi des clubbeuses, et du coup qui vont essayer voilà de la requinquer entre guillemets. Sauf que notre jolie petite Alix, elle rencontre son nouveau voisin, Jamie, qui est un Écossais, et qui est tout l'inverse d'elle. Donc déjà, il est plus âgé qu'elle, il a 33 ans dans le premier tome. Il est directeur financier, il vient d'une grande famille en Écosse, donc il a des valeurs très mature en fait pour un homme de son âge. Il sait exactement ce qu'il veut dans la vie, il est hyper responsable. Voilà, c'est vraiment la définition du green flag. C'est le type parfait entre guillemets. Sauf que elle, Alix, elle est loin d'être parfaite. C'est même une grumpy versus le sunshine de voisin. Et du coup, lui, en fait, il va lui montrer que tous les hommes ne sont pas mauvais. Et petit à petit, en fait, c'est lui qui va l'apprivoiser et c'est lui qui va lui permettre de lui offrir en fait les clés pour qu'elle-même se reprenne en main. Donc le tome 1, c'est leur histoire quand ils sont voisins. Et le tome 2, c'est leur histoire quand ils sont en couple. Parce que du coup, à la fin du tome 1, qui est une vraie fin, parce qu'à la base, c'est un one-shot, je me suis dit, c'est bien sympa, ils finissent ensemble, d'accord, tout le monde est content, mais il se passe quoi après? C'est quoi les enjeux d'un couple? C'est combattre le quotidien, c'est faire des compromis, c'est faire des sacrifices aussi, c'est rencontrer la belle famille. Enfin, c'est plein de choses. Et du coup, le tome 2, vraiment, le tome 2 reste un tome vraiment centré sur la vie de couple et sur tous les déboires auxquels tu dois faire face. Et c'est vraiment une comédie romantique. Donc, il y a des scènes qui sont assez cocasses. D'autant plus que lui, Jamie, emmène Alix en Écosse pour la présenter à sa famille. D'accord. Donc, et c'est une famille très, très traditionnelle, alors qu'Alix, pas du tout. Elle est très... c'est un petit papillon, pas du tout organisé. Enfin, vraiment à l'inverse de son petit ami. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment deux entités complètement différentes. Et toute l'histoire, c'est comment ils arrivent, en fait, finalement, à s'apprivoiser. Super, j'espère que tu auras donné envie de redécouvrir en tout cas à certains des auditeurs cette duologie. Moi je trouve que c'est hyper intéressant le côté un peu sunshine grumpy là, que tu as dit, parce que j'ai l'impression, alors après pareil, je suis pas une experte en romance, mais j'avais un peu l'impression que généralement c'était plus l'inverse. Oui, c'est l'inverse.
Ouais, en général, on aime bien avoir la fille sunshine, toute jolie, toute mignonne, et puis le gars un peu bad boy, grumpy, voilà, qui est pas assez bien pour l'héroïne, et etc. Et l'héroïne, elle va tout faire pour lui faire comprendre que finalement c'est un mec bien et qu'elle est la fille parfaite. Et ben moi, dans mon histoire, c'est tout l'inverse. Voilà. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est une romance ou est-ce qu'il y a vraiment cet aspect un petit peu plus explicite, on va dire, de la new romance? Non, c'est vraiment, c'est catalogué comme de la new romance. Donc du coup, t'as des scènes qui sont des scènes de sexe qui sont assez explicites. L'histoire vraiment tourne autour de leur relation amoureuse, mais t'as pas que ça. T'as aussi vraiment toute leur vie à côté. Donc t'as la vie familiale avec Jamie, avec ses propres démons à combattre. Et il y a toute la partie sur la vie professionnelle d'Alix où elle a aussi ses propres démons à combattre. Et du coup, ce qui est bien, c'est on voit un petit peu comment eux, ils arrivent à s'influencer. Le fait que du coup, Jamie, c'est un homme qui est très organisé, très mature, il est très posé dans son travail. Et du coup, il arrive à rendre Alix beaucoup plus confiante dans sa vie professionnelle, malgré le fait que ça soit un génie de la peinture. Et elle, au contraire, elle va vraiment lui montrer que le lâcher prise, c'est bien et que dans la vie, il n'y a pas que le travail. Donc du coup, oui, c'est vraiment, ça répond vraiment aux normes, en fait, on va dire, de la new romance et de la rom-com, des comédies romantiques. Bah, super. Alors, parce que je sais que dans mes abonnés, etc., j'ai beaucoup d'autrices qui écrivent de la romance et qui m'ont déjà posé la question des scènes explicites. Oui, c'est la question générale. La question qui, j'ai l'impression, fait un peu le plus peur, ouais, dans la romance et plus particulièrement dans ce nouveau genre de new romance qui est un petit peu plus, on va dire, charnel. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils ou une vision de comment on écrit ces scènes en repoussant un petit peu la gêne ou pour se sentir plus confiant ou en tout cas voilà pour être plus serein? Alors, bonne question. Déjà, je pars du principe que si t'as pas envie d'en écrire, t'en écris pas. Je pense que personne ne doit te dire comment écrire ton histoire ou comment écrire tes personnages. On peut te donner des conseils pour les améliorer, mais jamais te forcer. Donc, les autrices qui sont pas à l'aise avec les scènes explicites, si elles en font pas, c'est pas grave. Je pense que la qualité, enfin, j'en suis même persuadée, la qualité de ton livre, c'est pas grâce aux scènes de sexe. Pas du tout. Donc, si t'es pas à l'aise avec les scènes explicites, tu fais des scènes un peu implicites, voilà, et c'est pas grave. Maintenant, si t'es à l'aise avec, mec, tu sais pas trop comment faire, je pense qu'il faut essayer de se déconnecter un petit peu de tout ce qu'on a essayé de te faire croire depuis toujours, c'est-à-dire que si tu écris ça, ça veut dire que forcément tu le fais. Ce n'est pas vrai. Et heureusement, sinon, Stephen King serait quand même un sérieux... mais voilà, donc déjà, je pense qu'il faut vraiment décorréler tout ça, le fait que c'est des personnages qui vivent ça, mais c'est pas toi en tant qu'autrice qui le vit ou qui le fait tous les 4 matins. Ça peut peut-être paraître bête ce que je dis, mais très souvent, on m'a posé la question, pas que pour les scènes de sexe, évidemment, parce que ça paraîtrait un peu bizarre, mais en gros, sous prétexte que mes personnages vivent telle aventure, forcément, je les ai vécues. Non, bien sûr que non. Voilà, je n'ai pas épousé un mania du MMA aux États-Unis. Non, pas du tout. Voilà, je ne suis pas non plus mariée à un directeur financier écossais, pas du tout. Donc voilà, les scènes de sexe, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut décorréler tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment l'écrire au feeling et que il faut pas avoir peur des mots. Il faut pas avoir peur d'utiliser vraiment les bons mots. J'estime que on a la chance d'avoir une langue française qui est extrêmement bien fournie comparée au vocabulaire anglo-saxon, par exemple. On a énormément de termes, que ça soit des termes qui sont hyper bruts ou au contraire pouvoir utiliser de sublimes métaphores. Donc je pense que chacune peut trouver un petit peu le registre dans lequel elle est à l'aise. Si elle a un registre qui est brut ou plutôt un truc un petit peu poétique. Il faut trouver son registre, je pense, et pour trouver son registre, il faut faire des essais, des tests, où vraiment il faut se laisser porter par l'ambiance. En général, ce que je fais,
moi, ce qui marche plutôt bien, c'est que je me crée une playlist sur Deezer ou sur Spotify, une playlist qui correspond à l'ambiance de mon roman ou qui correspond au chapitre que je suis en train d'écrire. Donc très souvent, voilà, je choisis des musiques qui me parlent et en fait, je les écoute et je me coupe vraiment du monde et je laisse vraiment mes personnages en totale liberté et j'écris sans m'arrêter. Et c'est que après où je me dis, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que mon langage, il est trop cru ou pas? Est-ce que au contraire, voilà, il est un petit peu trop poétique et du coup, bah, on comprendrait pas trop. Et après, je le retravaille. Mais vraiment, la première chose que je conseille, c'est de pas vous forcer. Que c'est pas ce qui fait la qualité de votre texte. Au contraire. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de lectrices qui disent le livre était top, mais trop de scènes de sexe, trop de scènes de sexe inutiles, trop de scènes de sexe détaillées. Donc c'est la preuve que c'est pas ce qui fait la qualité d'un livre. Les scènes de sexe, elles sont bien pour plein de choses, mais elles doivent être au service en fait de l'histoire. Donc déjà de un, pas se forcer, de deux, de tester le style qui vous parle, de décolorer, de décorréler pardon la personne que vous êtes individuellement versus l'autrice qui écrit l'histoire de ces personnages. Et déjà ça, je pense que si on réussit, ça vous permet de vraiment, enfin, il y a un grand pas en avant qui se fait et qui peut du coup, voilà, libérer certaines choses. Et après, c'est de l'entraînement. On écrit une scène de sexe comme on écrit une scène de rupture, comme on écrit une scène de deuil, comme on écrit n'importe quelle autre scène. C'est juste, je pense que c'est juste une question d'entraînement après. D'accord. Et une fois qu'on a passé, on va dire, le cap d'écrire la scène de sexe entre nous-mêmes et nous-mêmes, comment ça se passe quand même la première fois que, alors je sais pas si tu fais lire à tes proches, à ton mari, quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Enfin, moi, je sais que mon copain, c'est mon premier bêta lecteur, quoi, vraiment. Et c'est vrai que j'aurais quand même une certaine appréhension Oui. de lui soumettre un texte où il y a des trucs assez explicites, sachant qu'en plus on est assez pudiques tous les deux, donc voilà. Mais comme tu dis, hein, je me forcerai pas pour me forcer, mais voilà, comment ça se passe toi quand même quand une fois que c'est écrit sur la page, que tu juges que c'est bien, que tu es en accord avec ça, le passage à c'est lu, ça se passe comment? Ben c'est lu. Enfin, il n'y a pas de recette miracle. En fait, il est lu et je pars du principe que si moi je l'écris comme ça, c'est que la personne à qui je le fais lire peut aussi l'interpréter. Alors oui, c'est beaucoup plus facile quand c'est sûr que quand c'est ta meilleure copine qui le lit, c'est pas la même chose que quand c'est ton petit ami qui le lit. Moi, je sais que mon mari ne lit pas mes livres parce que déjà de un, la romance c'est pas sa came. Voilà, il est plutôt un truc imaginaire, roman historique, etc. Et en plus, je pense que ça le gênerait de lire des scènes de sexe parce que je pense que lui n'arriverait pas justement à décorréler sa femme de l'autrice. Donc, il pourrait s'imaginer plein de choses. Mais par exemple, quand ma mère c'est une de mes premières lectrices, donc elle lit pratiquement tout ce que j'écris. Au début, ça fait bizarre parce que justement, on se dit, mais est-ce qu'elle va comprendre que que la personne qui écrit, ce n'est pas sa fille. Enfin, il faut pas qu'elle me voie comme ça. Et en vrai, au début, ça fait bizarre, mais je pense qu'il faut vraiment prendre le recul parce que quand tu fais lire cette scène, c'est pas cette scène brute de décoffrage, c'est pas les 2000 mots que tu as écrits, tu les fais lire 2000 mots. Elle va lire cette scène dans la globalité de l'histoire. Et du coup, si c'est bien fait, elle va même pas se rendre compte de finalement qui écrit l'histoire parce qu'elle va être happée dans le fil scénaristique. Et j'avoue, moi, je mise tout sur ça. Je me dis, si j'ai bien fait mon taf, si j'ai bien écrit, si j'ai bien amené le lecteur dans mon univers, il devrait oublier que c'est moi sa fille, c'est moi sa femme, c'est moi sa nièce, c'est moi sa meilleure copine qui l'a écrit. Mais c'est difficile, c'est hyper difficile. Ouais, est-ce que tu as quand même briefé un peu les gens la première fois que tu as su enfin, tu vois, que tu as donné le manuscrit ou je sais pas. Parce que, en fait, les premiers textes que j'ai écrits, j'écrivais en cachette et personne ne le savait.
Et du coup, je l'ai dit une fois que j'avais été publiée et que du coup, il y avait plus de retour en arrière possible. D'accord, ouais. Tu t'es mis dos au mur, quoi. Ouais, exactement. En fait, je me suis dit, au début, j'écrivais vraiment que pour moi, pour me sentir mieux, ranger le bazar dans ma tête. Quand ça a commencé à prendre de l'ampleur sur les plateformes, en fait, les lecteurs qui te lisent, tu les connais pas, ils te connaissent pas. Hyper simple. Tu t'écris, tu poses ton texte sur Internet, on te fait des retours, positifs ou négatifs, peu importe, mais les gens, tu les connais pas, ils savent pas qui tu es. Là où ça devient compliqué, c'est quand tu commences à t'afficher sur les réseaux et que les gens, ils voient un peu ta tête et qu'ils te connaissent et qu'ils viennent te voir dans les salons. Mais à ce moment-là, en fait, moi, je me suis dit que j'avais déjà publié mon premier roman et j'étais déjà tellement reconnaissante de la chance que j'avais que ce petit détail-là, en vrai, je m'en fichais. Que j'avais déjà réussi pour moi. Donc à partir de ce moment-là, personne ne peut rien me dire sur mes scènes de sexe parce que de toute façon, le roman, il est déjà publié. Il est déjà sur Amazon, disponible dans les librairies, etc. Donc, puis s'ils viennent te voir en salon, c'est qu'à la limite, ils ont bien aimé ce que tu as écrit. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, ouais, je me suis mise dos au mur. Je me suis dit, en fait, personne ne va le savoir. Et je le dirai qu'une fois que ça sera vraiment officiel et que j'aurai mon livre entre les mains. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour l'anecdote, s'il y en a, mais est-ce que dans ta famille ou en tout cas dans tes personnes proches, on va dire, quand ils l'ont su ou quand ils l'ont appris, il y a pas eu un sentiment quand même, un petit moment de flou, on va dire. Il y a eu un petit moment de flou de la part de mes amis qui pensaient pas que la romance que j'écrivais était aussi intense dans les scènes de sexe, entre guillemets, parce que très souvent, alors ce qui est dingue, c'est que ça vient des hommes. Jamais aucune de mes copines ne m'a fait ces remarques, mais c'est que des copains. Ils pensent quand même que parce que tu es une femme et que tu écris de la romance, c'est assez édulcoré. C'est genre les petits papillons, le ciel est bleu, tout le monde est parfait et tout. Non, l'amour est loin d'être parfait et que parfois, avant de trouver ton bonheur, tu galères quand même. On est d'accord. Et en plus, je fais partie de ces gens-là qui sont intimement convaincus que l'amour rime avec compromis et sacrifice. Parce que tu es une personne individuelle, et tu es en couple avec une autre personne individuelle et que deux caractères parfois opposés, c'est compliqué et que si tu veux maintenir ton couple à flot, il faut quand même que tu fasses des compromis et des sacrifices. Alors, jamais contrainte, évidemment, mais que tu acceptes que parfois l'autre a besoin d'un peu plus de temps ou de quoi ou qu'est-ce à ce moment-là et que toi, quand on aura besoin à un autre moment, ça sera ton tour, quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne avec mon mari et ça fait 17 ans qu'on est ensemble et ça marche plutôt bien, donc voilà. Mais du coup, donc les garçons, quand ils ont eu mon livre et qu'ils m'ont dit, mais du coup, t'as écrit des scènes un peu olé olé, parce que évidemment, c'est la grande question. Donc, à chaque fois, je reste assez évasive. Je dis, bah oui, je dis en même temps, voilà, c'est des histoires d'amour, donc forcément, il y a des relations charnelles. Et certains se sont amusés, pensant me rendre mal à l'aise, à ouvrir un de mes livres et à lire une scène explicite à voix haute. Et je peux t'assurer que celui qui était le plus gêné, ce n'était pas moi. Ça, je viens le croire. C'est anecdotique où les gars, ils roulent des épaules, ils font genre, ouais, mais moi, il n'y a rien qui m'atteint. Et au final, quand ils lisent scène qui pense en plus être la plus olé olé de ton livre, ils sont assez gênés et eux, pour le coup, ils ont du mal à se dire que voilà, c'est toi en tant qu'autrice qui l'a écrit et pas toi en tant que super copine, quoi. Ouais. C'est assez drôle. C'est des moments vraiment où je me suis bien marrée. Et personne ne t'a reproché d'écrire justement peut-être des scènes trop intenses, ça t'est jamais un peu retombé dessus? Alors, de sexe trop intense, non. Par contre, oui, j'ai déjà eu le droit à des remarques sur la catégorie que j'écrivais, donc la romance, qui a longtemps été considérée comme une fausse littérature ou un sous-genre de la littérature. Voilà, les séries B, les romans de gare, les trucs comme ça. Et oui, j'ai déjà entendu plusieurs gens, même de mon entourage proche, me dire quand est-ce que t'écris un vrai truc? Sympa. Et quand est-ce que tu te lances? Quand est-ce que tu t'écris un vrai livre? Et ça veut dire quoi un vrai livre? Enfin, je veux dire,
ça veut rien dire un vrai livre. Un vrai livre, c'est quoi? C'est un vrai livre. Enfin, tu t'écris l'histoire qui te parle. Et moi, l'histoire qui me parle, c'est des histoires d'amour avec toute la palette de couleurs, toutes les nuances qui sont associées à ce sentiment. Mais oui, oui, bien sûr, oui. Et puis ça m'arrive très souvent quand je fais des salons qui ne sont pas spécialisés dans la romance. D'ailleurs, c'est pour ça que je je veux plus trop en faire parce que je trouve que c'est dur en fait quand les gens te dénigrent parce que tu écris ce genre-là. C'est Et fou ça. Et, euh, et voilà, au début, je faisais beaucoup de salons général où il y avait une partie polar, une partie thriller, une partie feel good, une partie romance. Et les lecteurs, quand ils arrivaient dans la partie romance, en fait, tu avais deux types de lecteurs. Tu avais les lecteurs qui venaient pour la romance et tu avais les lecteurs qui, du coup, passaient par là parce que ça les emmenait dans l'autre salle qu'ils avaient envie et du coup, qui se permettent, en fait, de faire des commentaires à voix haute sur ton livre alors qu'ils n'ont jamais lu aucun livre de romance ou de new romance. Hein. C'est pas, ils critiquent pas les livres d'Emilia Robbins, hein, pas du tout. Ils critiquent les livres de la Le romance, genre. le genre exactement. Et très souvent, je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà lu? Ils me disent non. Je dis, mais comment vous pouvez dire que c'est nul alors? Enfin, c'est toujours la même chose. Hein. Pour se donner un avis, il faut connaître au moins un minimum. Sinon, ton avis ne vaut rien. Enfin, en tout cas, à mon sens, ton avis il sera moins, il va résonner moins fortement à mes oreilles si tu n'y connais rien, plutôt que si tu me dis, bah oui, j'ai déjà lu et au final, j'aime pas pour telle et telle raison, ce qui est totalement entendable. Chacun fait ce qu'il veut et j'estime qu'on a la chance en France d'avoir énormément de genres littéraires et où chacun peut trouver son petit bonheur. Donc au moins comme ça, c'est tranquille. Mais oui, oui, effectivement, j'ai déjà entendu cette phrase et je pense que je suis pas la seule autrice à l'avoir déjà entendue, oui, bien sûr. Ça, j'imagine, malheureusement, la romance, c'est vrai qu'elle a quand même pâti de publications avec à l'Arlequin ou ce genre de choses qui étaient quand même assez dénigrées et ridiculisées. C'est une autre époque avec un autre genre. Voilà. Mais, euh, mais à côté de ça, Léo de Hurlevent, c'est un classique. Jane Austen, c'est un classique. Orgueil et préjugés, c'est de la romance, les gars. Enfin, Euh, c'est pareil. Orgueil et préjugés de Jane Austen, j'ai envie de dire, c'est le premier Enemies to Lovers qui est apparu en fait. Hein. Je veux dire, La Belle et la Bête, ça doit être sûrement le premier Grumpy Sunshine qui est apparu. Enfin, voilà, c'est des classiques et d'ailleurs petite anecdote, donc je n'écris pratiquement que de la new romance et je n'en lis pratiquement pas. D'accord. Donc, on peut écrire dans un genre et ne pas forcément le lire. Exactement. Et d'ailleurs, en plus, de toute façon, quand j'écris un genre, je ne lis pas ce genre-là parce que sinon, j'ai le syndrome de l'imposteur et j'ai l'impression que ce que j'écris, c'est nul. Donc, du coup, voilà, quand j'écris un genre, je ne lis pas ce genre-là. Et comme j'écris beaucoup de new romance, je ne lis quasiment pas de new romance. Je lis D'accord. de littérature classique ou tout ce qui est fantasy. Ok. Moi. Ok. Très bien. Et je sais, alors je me souviens plus du titre, mais je sais que tu as une romantaisie en Oui. cours d'ailleurs. En cours. Et tu lis quand même de la fantaisie, même si c'est pas de la romantaisie que tu vas lire, ou tu lis même plus de fantaisie pour pas t'influencer? Alors, j'aime tellement le genre de la fantasy que je peux pas m'empêcher d'en lire. Par contre, je vais moins en lire. C'est-à-dire que je vais vraiment privilégier les ouvrages qui me font de l'œil quand je vais voir ma petite libraire où je me dis, en fait, ce livre-là, il est trop beau, la plume, elle a l'air incroyable, l'histoire me tente. Et du coup, je vais l'acheter et je vais le lire parce que je suis un être très, très faible. Mais là, comme je suis en train d'écrire le tome 3, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai déjà créé tout mon univers. Pour le tome 1, je me suis vraiment empêchée d'en lire parce que j'avais peur d'être influencée et pas dans le bon sens du terme. Mm. En général, ouais, soit j'en lis pas, soit je me restreins quand même pas mal. Ok. Et il y a des livres comme ça où tu sais, ont pu t'influencer à un moment, même sans tu vois, en essayer. Avant que tu arrives à te dire, genre, non, il faut vraiment pas que je lise ce genre de choses pendant que j'écris. Ouais, j'ai commencé, il y en a tellement. En fait, il y en a. Ouais.
le dernier en date que j'ai commencé à lire et où je me suis dit, en fait, c'est pas du tout une bonne idée, il faut que tu le reposes. Je pense que c'est Force Wing, la saga à succès là de Rebecca Yarros. Je l'ai commencé à lire, donc c'était donc le tome 1, il est sorti il y a 2 ans, je crois. Et en fait, je l'ai lu, j'avais déjà écrit la moitié de mon tome 1 de ma romantaisie. Alors même si c'est pas dans le même univers, parce que moi ma romantaisie elle est dans l'univers des fées et que Force Wing c'est l'univers des dragons, il y avait quand même tout ce que j'aimais. Enfin, le bad boy, l'héroïne super badass, voilà, enfin plein de trucs. Et je me suis dit, même si j'ai déjà écrit et que j'ai déjà mon univers, je veux pas faire les deux. Donc c'est soit je lis, soit j'écris. Évidemment, j'ai pas écrit, j'ai lu. Mais forcément, oui, il y a des choses tu t'auto-influences toi-même dans tes lectures. Oui, bien sûr. Ça, même dans n'importe quelle lecture qui est éloignée de ce que tu écris, de toute façon, tu apprends à écrire aussi en lisant, ça fait partie. Et oui, tu apprends des vocabulaires, tu apprends des tournures de phrases, voilà. Et puis tu peux aussi te servir de livres pour te booster un petit peu. En général, on a tout un peu ce livre qui va te redonner confiance en toi et puis te permettre de sortir un peu de ta page blanche. Moi, j'en ai 2, 3, mais c'est vrai que pour ma romantaisie, parce que c'est quand même le propre principal, c'est la royauté, et je suis une fan de romans historiques. Et du coup, ça a coupé, non, c'est bon. Et du coup, je lis à chaque fois Les Rois maudits de Maurice Druon. D'accord. Voilà. Et du coup, voilà, mon livre est annoté et du coup, j'ai annoté mes chapitres préférés et à chaque fois, je les relis et je me dis, oh, c'est incroyable, tellement bien écrit. Voilà, du coup, ça m'aide. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre le livre qui va influencer positivement parce qu'il va te requinquer, et le livre où tu vas te dire, mais en fait, j'y arriverai jamais parce qu'il est tellement bien que je pourrais jamais faire aussi bien. Mais on te demande pas de faire aussi bien. On te demande de faire différent. On te demande de faire avec ta patte à toi, dans un univers qui existe déjà. De toute façon, en littérature, tout a déjà été créé. Tout a déjà été fait. Donc, vraiment, écris ce qui te fait kiffer. Profite. Tu vas pas révolutionner, tu vas rien révolutionner. Enfin, à moins d'avoir un énorme coup de chance ou de remettre au goût du jour quelque chose qui a déjà existé auparavant et qui est un peu tombé dans l'oubli. Mais voilà, je peux dire... Ouais. Tu vois, je suis contente de t'entendre dire ce genre de choses parce que moi-même, là, récemment, je suis passée par un épisode de blocage total après avoir entamé la passe miroir. Parce que les 2 premiers tomes, je les ai avalés d'une traite. Enfin, j'ai vraiment adoré. Les 2 derniers tomes, ils m'ont un petit peu plus tiédi, donc ça va un petit peu mieux maintenant. Mais ouais, ça fait du bien d'entendre justement que on nous demande pas d'écrire la même chose ou d'écrire aussi bien ou d'écrire voilà d'être pareil, mais d'avoir les couilles, pardon, Oui, de le faire à ta sauce, quoi. Voilà. exactement, de dire, en fait, j'aime bien cette robe, j'aime bien cette vibe, j'aime bien cet univers. Je vais le remixer avec moi, mon inspiration, et on va voir ce que ça donne. De toute façon, au pire, si t'aimes pas, t'effaces et tu recommences. Ouais. Pas grave. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, et j'espère que voilà, ce genre d'état d'esprit dans ton écriture que tu dégages en parlant de tout ça, ça va vraiment aider nos auditeurs à relâcher la pression, quoi. Ouais, j'espère, parce que quand j'étais plus jeune, je me posais beaucoup de questions, je m'en pose encore beaucoup aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime autant parler avec aussi bien les lecteurs que les auteurs, etc. Parce que t'as toujours cette remise en question, et ça fait du bien parfois qu'on te tape dans le dos en te disant, t'inquiète, tu gères, ça va aller, t'inquiète, moi aussi je suis passée par là, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de choses mieux que les autres, il y a juste des choses, point, qui sont différentes, point, c'est tout. Il y a pas on te demande pas de faire mieux, on te demande de le faire avec ton cœur et tes tripes, et en général ça marche plutôt bien quand c'est quelque chose qui vient de ton cœur. Ça, on est bien d'accord, je trouve ça se sent. Et quand tu parles justement de feeling ou de choses comme ça, c'est le genre de choses
qu'en tant que lecteur, je trouve qu'on peut arriver à sentir quand la personne, elle a... J'espère. C'est le challenge que je me mets dans chacun de mes romans, c'est de me dire que en gros, dans chacun de mes livres, je mets une partie de mon âme et je me dis, mon objectif, c'est que le lecteur ou la lectrice, très souvent c'est des lectrices quand même, trouve cette partie de mon âme, qu'elle trouve vraiment ce que j'ai voulu exprimer de manière subliminale, hein, très souvent, mais c'est mon objectif. Je me challenge sur ça en fait. Et jusqu'à présent, tu as eu des retours de lecteurs qui t'ont permis de sentir que c'était le cas ou pas? J'en ai eu deux. J'en ai eu deux vraiment qui m'ont marqué. J'en ai eu une, j'ai une jeune lectrice que j'ai rencontrée à un salon l'année dernière. Et je vais me concentrer pour pas pleurer parce qu'elle m'a vraiment tiré la larme. En fait, elle est venue me voir en salon pour que je lui dédicace toute ma saga Underground. Donc, c'est une saga familiale sur le free fight aux États-Unis. Et voilà. Et en fait, donc en discutant avec elle, elle m'explique qu'en gros, elle a découvert mes livres en numérique quand elle était à l'hôpital parce que en fait l'année dernière, ils lui ont découvert une pathologie à l'hôpital et que elle était vraiment psychologiquement au plus bas et que du coup mes livres l'ont aidé en fait à se booster. Et que voilà, et qu'en fait elle voulait être absolument comme mon personnage féminin principal qui est une héroïne badass comme on dit. Et voilà, et elle m'a dit, voilà, son histoire, c'est ce qui me donnait envie de me lever le matin et de me battre tous les jours. Et ça, franchement, quand c'est une lectrice en plus qui est beaucoup plus jeune que toi qui te dit ça, mais genre, moi là, je me suis pris la gifle de ma vie. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde si tout le monde me disait que mon livre c'était de la merde, mais que elle me dit que c'était trop bien, pour moi, c'était trop bien. Enfin, c'est vraiment, je me dis à ce moment-là, j'ai vraiment eu un déclic. Je me dis, mais en fait, tous les commentaires négatifs que je peux avoir sur ce livre, en fait, je m'en fiche parce que je ne garderai que ce commentaire-là. Parce que c'est exactement pour ça que j'ai voulu écrire. C'est pour toucher vraiment les gens dans leur partie les plus intimes, entre guillemets, dans quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Comme moi, j'ai pu être touchée par certains livres qui ont pu changer certains aspects de ma vie ou de ma personnalité. Donc du coup, ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, c'était une jeune fille qui m'avait contactée sur Instagram et qui avait lu mon livre Ice is the Limit dans le milieu du patinage et qui parle de harcèlement dans le milieu sportif et qui me remerciait justement d'en parler parce que elle-même en avait souffert et du coup, elle avait trouvé le courage d'en parler. Et pareil, je me suis dit, en fait, ça, pour moi, j'ai plié le game, entre guillemets, tu vois, je me suis dit, voilà. Au moins, ça a fait réfléchir une personne, ça a touché une personne, exactement sur le point que je voulais. C'est ok, le job, pour moi, il est fait. Enfin, vraiment. Et puis même, c'est limite si t'as pas changé finalement la vie de ces personnes-là grâce à ton livre. Je les ai changés, mais en tout cas, je suis reconnaissante qu'elle m'ait, en tout cas, elle, permise de pouvoir leur apporter un soutien dans un instant T de leur vie. Ouais, ça, c'est sûr. Je suis hyper reconnaissante parce que je sais très bien que tout ce que je vis dans l'écriture aujourd'hui, pouvoir écrire des livres, pouvoir signer des contrats d'édition, pouvoir rencontrer des lecteurs en salon, c'est parce que les lecteurs sont là. S'il y avait personne pour acheter mes livres, je vivrais pas ce rêve. Donc, je suis hyper reconnaissante envers mes lecteurs, ouais. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'ils te leur doivent bien, je pense, dans un sens aussi. J'ai la chance d'avoir de super lecteurs, donc vraiment, je leur dis merci parce que vraiment, c'est eux qui me donnent la force et le courage parfois de faire des histoires qui peuvent être prenantes, mais je me dis, je le fais vraiment pour telle et telle raison, quoi. C'est super. En plus, avec une carrière, mine de rien, qui ne fait que commencer, t'as déjà pu quand même parcourir un grand nombre de thématiques, j'ai l'impression, toucher différents types de lecteurs. Est-ce que d'un livre à l'autre, il y a quand même, ça change beaucoup ton lectorat, on va dire, ou pas? Alors, mon lectorat ne change pas, entre guillemets, parce que je retrouve souvent les mêmes lectrices. Parce que quand tu as la chance d'être un coup de cœur, souvent les lectrices, du coup, elles vont t'accorder une confiance plus facilement sur ton prochain ouvrage.
Donc du coup, je pense que j'ai le même lectorat, mais que sur chacun de mes livres, comme c'est souvent une thématique différente, je récupère des nouvelles lectrices. Mais du coup, des lectrices qui ont lu mes 10 livres, et pourtant, je sais que c'est 10 livres complètement différents. Et voilà, et elle me dit, ce qui est incroyable, c'est que en fait, on sait que tu es la même personne, on reconnaît ta plume, mais c'est quand même des émotions qui sont complètement différentes. Et j'avoue, c'est hyper plaisant de le savoir, parce que ça veut dire que on fait bien le job, quoi. Bah oui, t'as rempli ton contrat en On publiant. Exactement, on arrive à leur transmettre toutes les émotions, et elles arrivent surtout à comprendre ce que toi, tu as voulu leur faire comprendre. Et ça, c'est vraiment cool d'être aligné. C'est important. Ça, c'est trop, trop chouette. Bah écoute, on arrive à la fin un petit peu de cet espace de discussion, de cette interview. J'ai encore quelques petites questions pour toi, mais qui vont être un petit peu plus, on va dire, pas génériques parce que c'est pas tellement le cas, mais un peu moins en rapport avec l'écriture même. C'est plus, par exemple, si tu pouvais mettre un livre entre les mains de tous les auteurs qui nous écoutent. Donc n'importe quoi, hein, un livre qui t'aurait touché, qui t'a aidé dans ton écriture ou qui t'a beaucoup inspiré, lequel ce serait? Je réfléchis, c'est dur. Tout de suite, là, je partirais sur Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ouais. Parce que c'est, je sais pas, Jane Austen, c'est la queen de la queen, j'ai envie de dire. Elle a une plume qui est acérée, qui est très subtile en même temps. Elle a osé parler de la condition de la femme à une époque où personne n'osait en parler, de la condition de mariage, de célibat, etc. Donc voilà, elle a une plume quand même qui est assez humoristique, quand on comprend l'humour des Anglais de cette époque. Mais oui, et puis ouais, franchement, ces personnages, ils sont hyper attachants. Donc voilà, je dirais Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et je pense que je dirais quand même Les Rois maudits de Maurice Druon, parce que ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est c'est assez c'est fort en fait, c'est puissant ce qu'il raconte, parce que c'est une histoire vraie. Alors oui, il y a un souffle romanesque, on va dire, mais ça reste quand même l'histoire de la France. C'est notre histoire, et je pense que elle mérite à être connue. Donc ouais, je dirais quand même ces 2 livres comme ça, là, tout de suite, sans réfléchir. Bah, je pense que c'est déjà pas mal. En plus, Les Rois maudits, tu en avais parlé tout à l'heure, donc tu as dit à quel point voilà, tu l'avais lu, annoté, tout ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai noté que tu fais partie de ces gens qui écrivent dans les livres. Alors, je n'écris jamais dans mes livres, sauf dans Les Rois maudits. J'ai honte, parce que vraiment, je n'écris pas dans mes livres. D'ailleurs, je déteste qu'on écrive dedans, je déteste les cornets. Enfin, voilà, je suis un peu très puritaine avec mes livres, mais c'est vrai que Les Rois maudits, c'est le seul où j'ai stabiloté. En fait, j'ai plusieurs versions à la maison, et donc du coup, il y en a un, j'ai sacrifié sur l'autel de mon amour pour cette histoire, et je l'ai stabiloté, surligné, tout ça. J'ai mis des petits post-it, mais c'est le seul. Voilà, c'est l'exception qui ferme la règle. Je comprends mieux. Parce que moi, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois sur Insta, les filles qui stabilotent, font des petits dessins et tout, ça me fend le cœur. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son livre, hein, mais c'est vrai que je suis dans la team plus on n'y touche pas. Ouais, mais moi aussi, c'est vrai que l'objet livre, pour moi, il est tellement important, et j'aime tellement ça, en fait, que c'est vrai que j'ai un peu un côté bibliothécaire, préservatrice, archiviste presque, tu sais. Exactement ça. Ouais. Donc voilà. Mais après, oui. Avec un code couleur ou par nom d'auteur et tout ça. Ouais, alors, mon copain est un peu plus bordélique que moi, donc du coup, ranger trop, ce serait un petit peu les écuries d'Augias, tu vois. Un bazar organisé. Voilà, c'est ça. Autre question que je voudrais te poser, c'est, t'as participé à ce podcast. Maintenant, qui est-ce qui te ferait plaisir d'entendre à ce micro? Il y a trop de monde, je n'ai aucune idée. Je sais pas. Alors, en ce moment, j'avoue, je lis énormément de thrillers psychologiques, et du coup, j'aimerais bien écouter une autrice qui en écrit. J'ai pas de nom là tout de suite qui me vient en tête, mais ouais, plus d'aborder un côté un peu psychologique des personnages. C'est un podcast que je pourrais écouter avec plaisir. Ouais, sur tout ce qui est vraiment quelque chose qui change, quoi, un peu de mon quotidien. Donc ouais, tout ce qui est thriller psychologique, j'avoue,
je serais très curieuse de savoir comment ces autrices-là arrivent à créer leur histoire, à trouver cette espèce d'intrigue, ce plot twist et tout. Où est-ce qu'elles trouvent leur inspiration? J'avoue, je serais assez curieuse, ouais. Eh ben alors, on va ouvrir aux propositions si vous écrivez des thrillers psychologiques ou en tout cas des personnages avec des histoires à plot twist, des choses comme Ouais. ça qui pourraient un petit peu inspirer Emilia Robbins. Eh bien, Ouais. n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie de vous avoir. Voilà, de toute façon, on essaiera d'en trouver. Le but, c'est de développer justement la partie interview de ce podcast. Donc, vraiment, faut pas hésiter à me contacter. Et enfin, pour les personnes qui t'auraient découverte aujourd'hui, où est-ce que tu souhaiterais qu'on les redirige s'ils veulent te suivre, connaître tes actualités, etc. Sur ma page Instagram parce que j'ai pas d'autres réseaux sociaux et en général j'essaye d'être active quand même sur Insta et de mettre voilà tout ce que je suis en train d'écrire, mes projets, voilà tout mon petit quotidien entre guillemets, je le mets dessus et j'annonce mes salons dessus, j'annonce mes sorties, j'annonce les manuscrits en cours d'écriture quand ils sont terminés, voilà. Donc du coup en vrai à part la page Instagram j'ai rien d'autre, donc ça, ce serait déjà très bien. Eh ben, c'est parfait, ça marche. On le mettra du coup dans les notes de l'épisode ou Ouais. dans la description YouTube de cet épisode. Et puis, j'invite tous les auditeurs à aller te suivre si voilà, ils sont intéressés par ton univers, s'ils ont bien aimé la façon dont tu abordes l'écriture. J'espère. Merci en tout cas de m'avoir invitée et d'avoir passé avec moi ce super moment. C'était hyper bien et ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec toi et avec tous les gens qui vont nous écouter. Eh ben, merci à toi d'être venu. Vraiment, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Moi, j'ai appris, je t'ai dit, plein de choses sur ta façon de travailler parce que depuis que j'ai appris à te connaître, que j'ai vu, je te vois sur les réseaux, etc., avec cette frénésie d'écriture, on va dire, ça vraiment, je suis Connais tous les impressionnée. secrets maintenant. Maintenant, j'en sais un peu plus sur comment ça fonctionne derrière l'écran. C'est ça. Donc, c'est génial. Comment ça fonctionne dans ma petite tête, comment j'arrive à faire tout tenir dans une journée de 24 heures, même si j'ai l'impression qu'elle en fait 36, mais oui. Exactement. Ça, y a des gens qui aimeraient bien avoir ta formule magique pour pouvoir être aussi organisés, je pense. Ouais. Franchement, ça s'apprend parce qu'avant, je l'étais pas du tout et voilà. Quand on veut tout faire, en fait, il n'y a pas le choix, il faut être organisé. C'est comme ça. C'est vrai. En tout cas, bravo pour ton parcours. Merci encore d'être venu. Si tu as un mot à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent, tout simplement, à tes lecteurs peut-être, ou tes futurs lecteurs, ce serait franchement, à part leur dire merci, je vois pas ce que je peux leur dire d'autre parce que, comme on l'a déjà dit, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à mes lecteurs, c'est grâce aux personnes qui découvre ma plume chaque jour et qui me permet et qui me motive à écrire des histoires où je donne à chaque fois où j'essaye de donner le meilleur de moi-même et vraiment c'est grâce à eux, donc je leur dis merci d'être au rendez-vous à chaque nouvelle publication d'un de mes livres, à chaque nouveau salon, même voilà la réédition de My Lovely Neighbor et My Lovely Boyfriend, si elle est là cette année, c'est parce qu'en fait ça a très bien fonctionné et que du coup les gens redemandent en fait cette réédition et voilà, je suis hyper reconnaissante et je sais que j'ai beaucoup de chance de vivre ça aujourd'hui en partie grâce à eux, parce que écrire un livre c'est très très bien, mais si t'as personne pour le lire c'est toujours un petit peu plus frustrant, même si encore une fois on écrit pour soi, mais c'est quand même sympa quand t'as un lectorat qui te fait tes retours et qui comprend surtout ce que t'as voulu transmettre, donc j'essaie d'avoir beaucoup de chance aujourd'hui et je les remercie du fin fond de mon cœur. Merci quoi. Eh ben super. Eh bien, merci à toi d'être venu. Je te souhaite plein de bonnes choses pour Merci. la réédition de Oui, ta duologie. ouais, Et pour tout ce qui va- je vais commencer à teaser sur mon Instagram là, je pense à la fin du mois de septembre. Nickel. Du coup, tu auras peut-être de nouveaux followers, qui sait, qui seront venus Ah, t'écouter d'ici. ouais. Merci, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite aussi. Et puis, si le cœur t'en dit un jour, n'hésite pas à revenir sur ce podcast. Ouais, avec grand plaisir, j'ai passé un super bon moment, donc ce sera avec grand plaisir, ouais, carrément. Merci Super. beaucoup. Au revoir. Merci.
On vous dit au revoir. Au revoir. Voici la fin de cet entretien avec Emilia Robbins. Pour rappel, la réédition de sa duologie ne va plus tarder à sortir. Alors, si elle a réussi à vous titiller, n'hésitez pas et courez vous la procurer. Le lien de son Insta est disponible dans les notes de l'épisode ou en barre d'infos pour que vous puissiez aller vous abonner. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, vous savez quoi faire. Un like, une note ou un commentaire pour me soutenir et si le cœur vous en dit, un boost sur YouTube pour faire grandir le podcast. J'aimerais aussi avoir vos sentiments sur l'épisode et la conversation qu'on vient d'avoir. Ça m'aide à structurer mieux mes questions et à pouvoir vous proposer le contenu qui vous intéresse. Merci pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Isa d'Écriture, amour sur vous et écrivez bien.